Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur. 2 applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensez pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec 2 leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et ChangeNOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. ChangeNOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable, il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et ChangeNOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez poussée de The Open Network, ou TON, comme on dit souvent. Pour ça, on s'appuie sur un rapport récent là qui détaille un peu l'actu et tout l'écosystème autour. Alors, l'idée, c'est de décortiquer tout ça. D'où vient TON, avec ce lien historique un peu compliqué avec Telegram? C'est quoi sa techno? Et puis, cette intégration avec la messagerie, comment ça marche vraiment? Pourquoi est-ce que les gros investisseurs commencent à y regarder de près? Et bon, comment le réseau a tenu le coup face aux secousses récentes? Bref, on va essayer de piger pourquoi ça fait en parler. Ok, alors, on y va. Ce qui saute aux yeux direct, c'est ce lien presque viscéral avec Telegram. Et puis cette ambition quand même, assez folle, se servir de cette base d'1 milliard d'utilisateurs pour peut-être faire basculer le Web3 dans notre quotidien. C'est ça le pari. Alors, pour comprendre, faut revenir un peu en arrière. Janvier 2018. C'est Telegram qui lance le projet. Ça s'appelait Telegram Open Network à l'époque. Le but, créer une blockchain de couche 1 avec sa propre crypto, le Gram. Et ça démarre fort, une levée de fonds énorme, 1,7 milliard de dollars, principalement avec des SAFT, des accords pour des jetons futurs vendus à des investisseurs privés. Oui, c'était assez spectaculaire comme démarrage, vraiment. Tout à fait. Mais coup d'arrêt brutal en 2020, la SEC, le gendarme boursier américain, siffle la fin de la partie. Exactement. Injonction et Telegram doit laisser tomber le projet Gram. On aurait pu croire que c'était fini, quoi. Et c'est là, justement, que ça devient fascinant. Le projet est stoppé, mais le code source, lui, il est ouvert. Et il est repris par qui? Par une communauté de développeurs indépendants, des gens comme Anatoly Makosov, Kirill Emelianenko. Ils renomment ça The Open Network, relancent la machine et créent le Toncoin. Et cette transition, non planifiée vers la communauté, ça a vraiment forgé l'identité décentralisée de Ton. C'est pas un lancement classique, c'est né d'une contrainte, d'une adversité. Ça lui donne une légitimité particulière, je trouve. Ah oui, c'est intéressant comme point. Et techniquement, alors, ça se présente comment ce Ton? C'est une blockchain de couche 1, donc la base, qui se veut décentralisée, et elle tourne avec un consensus de preuve d'enjeu, le Proof of Stake, ou POS. Oui, le POS. Pour simplifier, il y a des validateurs qui misent, qui bloquent du Toncoin. En échange, ils ont le droit de valider les transactions, de sécuriser le réseau. Et c'est bien moins gourmand en énergie que le Proof of Work de Bitcoin, par exemple. D'ailleurs, ils sont passés au POS complètement après une phase de distribution initiale, c'est ça? Tout à fait. Au début, il y a eu une phase de minage un peu particulière via des contrats intelligents.
Ça a permis de distribuer quelque chose comme 98,55% des Toncoin. Ça s'est terminé mi-2022 et depuis, c'est 100% Proof of Stake. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans leur architecture? Parce qu'on entend parler de scalabilité, de capacité à gérer beaucoup de transactions. Oui, alors là, c'est le point clé technologique. L'architecture de sharding. Et il l'appelle dynamique et infinie. Imagine en gros que la blockchain principale peut se découper en plein de petites chaînes parallèles, des shards. Chaque shard traite ses propres transactions, de son côté, en même temps que les autres. Ah oui, comme des voies d'autoroute séparées. Exactement. C'est une bonne image. Elles fonctionnent en parallèle, mais elles communiquent entre elles pour que tout reste cohérent, bien sûr. L'avantage énorme, c'est la scalabilité. En théorie, ça permet de traiter potentiellement des millions de transactions par seconde. Et surtout, la capacité s'adapte. S'il y a beaucoup de monde, le réseau crée plus de shards. Ça répond au problème de congestion qu'on a vu ailleurs, quoi. C'est l'idée, oui. Plutôt que d'avoir un goulot d'étranglement sur une seule chaîne, on multiplie les voies de traitement. Donc, une architecture pensée pour la masse. Et là, la question qui vient tout de suite, c'est comment on touche cette masse d'utilisateurs? Et c'est là que Telegram entre en jeu, j'imagine. Exactement. C'est l'autre pilier fondamental de Ton. Cette relation très, très étroite avec Telegram. Oui, cette synergie avec l'appli qui a plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois, c'est un avantage concurrentiel assez dingue, non? Ah, clairement. C'est un canal de distribution déjà là, déjà construit. Ça enlève une énorme barrière à l'entrée pour le Web3. D'habitude, faire venir les gens, c'est le plus dur. Et concrètement, comment ça se manifeste, cette intégration? On a vu des choses passer. Oui, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, les transferts de Toncoin faciles entre utilisateurs via un bot à toilette. Ça, c'était en 2022 déjà. Ensuite, en 2023, ils ont lancé TonSpace. C'est un portefeuille intégré à Telegram, mais où l'utilisateur contrôle ses clés. Un portefeuille self-custody. Et puis, il y a ce programme, Telegram Mini Apps. Ça permet à des développeurs de lancer des petites applis web, 3, directement dans une conversation Telegram. Un clic et t'y es. Et c'est là qu'on voit la stratégie d'abstraction. C'est un mot un peu technique, mais l'idée, c'est de cacher la complexité du Web3. Pour l'utilisateur moyen, créer un portefeuille, gérer une phrase secrète, comprendre les frais de gaz, c'est souvent un cauchemar. Avec des outils comme Atwallet ou ToonSpace, utiliser de la crypto ou une application décentralisée, ça pourrait devenir aussi simple que d'envoyer un message ou une photo sur Telegram. C'est ça le but. Rendre ça invisible en quelque sorte. Voilà. Le coup de génie, si on peut dire, c'est peut-être moins la technologie pure que cette stratégie de distribution et d'expérience utilisateur. Ton ne cherche pas forcément à convaincre les crypto-enthousiastes de changer de plateforme, il amène le Web3 là où sont déjà des centaines de millions de personnes, sur Telegram. L'objectif affiché est clair, devenir la première blockchain du quotidien, celle qu'on utiliserait sans même s'en rendre compte. C'est une approche vraiment centrée sur l'usage, hyper pragmatique. Et cet écosystème, alors, il propose quoi aujourd'hui, au-delà de juste envoyer des Toncoin? Il commence à se diversifier pas mal, oui. On voit des choses apparaître en finance décentralisée, la DeFi, dans les jeux, le GameFi, et même des outils d'infrastructure pour un web plus décentralisé. Si on prend la DeFi par exemple, il y a TonStakers. C'est un gros acteur du staking liquide. Oui, le staking liquide, c'est intéressant. Ça te permet de staker tes tonnes, donc de participer à la sécurité du réseau. Mais en retour, tu reçois un autre jeton, le TSS Ton. Ce TSS Ton, il représente tes tonnes bloquées, mais tu peux l'utiliser ailleurs, dans d'autres applis DeFi. Donc tes fonds ne sont pas complètement immobilisés. TonStakers détiendrait une grosse part de ce marché sur Ton. D'accord. Et il y a aussi des plateformes d'échange, j'imagine, des DEX. Oui, bien sûr. Les plus connus sur Ton seraient Dedust et Stonk.fi. Dedust est même cité comme la plus grosse appli en termes de TVL, la valeur totale bloquée, avec près de 380 millions de dollars. Elle fonctionne avec des AMM, des Automated Market Makers. Ce sont des algorithmes qui gèrent les échanges et les prix sans passer par un carnet d'ordre traditionnel. Et l'arrivée de l'USDT, le stablecoin de Tether, ça a dû aider aussi, non? Pour les liquidités. Ah oui, ça c'était en avril 2024. L'arrivée de l'USDT native sur Ton, c'est crucial. Ça apporte une source de liquidité stable, une référence connue, et ça facilite l'entrée et la sortie pour les utilisateurs. C'est une rente d'accès fiable. Ok, pour la DeFi. Mais le truc qui a vraiment fait le buzz récemment, c'est plutôt du côté des jeux, non? Avec ces mini-apps Telegram.
Ah oui, là c'est assez spectaculaire, le phénomène des jeux Tap to Earn. C'est ça. On tape sur son écran pour gagner des points ou des futurs jetons. Voilà, des jeux très simples, souvent juste un clic répétitif, mais intégrés dans Telegram, hyper facile d'accès. Et ça a cartonné. Notcoin, au début, avait attiré plus de 650 000 personnes en une semaine. Oui, et plus récemment, Hamster Combat, les chiffres sont fous. 239 millions d'utilisateurs annoncés en moins de 3 mois. Plus de 50 millions d'abonnés sur leur canal Telegram. Alors, on peut discuter de la profondeur ou de la durabilité de ces jeux, hein. Mais ce que ça montre, c'est une capacité virale incroyable pour amener des millions de gens très très facilement à interagir avec un environnement Web3. Pour l'adoption de masse, c'est une démonstration assez puissante. Même si c'est juste pour taper sur un hamster virtuel. Même, ça crée un premier contact, ça familiarise. Et derrière, il y a aussi toute une infrastructure qui se construit. Oui, tu parlais d'infra Web3. C'est quoi exactement, Ton ? Des services comme Ton DNS pour avoir des noms de domaines décentralisés en .ton ou Ton Storage pour stocker des fichiers de manière décentralisée et Ton Sites qui permet d'héberger des sites web en utilisant les deux premiers. L'idée, c'est de bâtir les fondations d'un Internet où les utilisateurs auraient plus de contrôle sur leurs données, leur identité. C'est la promesse classique du Web3, mais Ton essaye de fournir les outils concrets. Donc, DeFi, GameFi, infrastructure, ça commence à faire un écosystème cohérent. C'est ça l'idée. Ce ne sont pas juste des projets séparés. Ils se renforcent les uns les autres pour essayer de créer une vraie utilité au réseau Ton. Et ça se reflète un peu sur le marché du Toncoin d'ailleurs. Justement, parlons-en. Le jeton Ton, comment il se comporte ? Eh bien, il a plutôt bien performé. Il s'est installé dans le top 30 des cryptos en termes de capitalisation boursière. On parle de plus de 8 milliards de dollars. Les volements d'échange quotidiens sont aussi assez élevés, souvent plusieurs centaines de millions de dollars. Ça montre qu'il y a de la liquidité, que ça s'échange activement. Mais ça reste volatile, j'imagine, hein ? Ah oui, clairement. Comme toutes les cryptos, hein. Le rapport mentionne une fourchette sur un an entre environ 2 dollars et plus de 8 dollars, c'est large. Mais le sentiment général semble plutôt positif, porté par l'intégration avec Telegram et l'intérêt global pour les blockchains de couche 1 qui semblent bien positionnés. Et les prévisions de prix, on en trouve ? Même si c'est toujours à prendre avec des pincettes. Toujours, oui. Le rapport cite quelques analyses qui envisagent une zone autour de 6 ou 7 dollars pour 2025. Mais bon, ça reste très spéculatif, évidemment. Ce qui est peut-être moins spéculatif et plus marquant, c'est l'arrivée des institutionnels non. Oui, ça, c'est un tournant potentiellement majeur. On a vu Coinbase Ventures, la branche investissement de Coinbase, faire un placement stratégique. Ils ont acheté des Toncoins directement à Telegram. Venant d'un acteur américain aussi important, c'est un signal fort. Une sorte de validation qui pourrait ouvrir la voie à d'autres institutions, notamment aux États-Unis. Ça change un peu la perception de Ton. Et il y a eu cette autre opération, encore plus grosse, avec Verb Technologies. Exactement. Verb Technologies, une société cotée au Nasdaq, qui s'est associée avec un fonds d'investissement Kingsway Capital. Ils ont fait un placement privé qui a été sursouscrit pour lever 558 millions de dollars. Et leur plan, c'est de se renommer Ton Strategico, ou TSC. D'accord. Et que vont-ils faire avec cet argent ? Et leur stratégie est assez audacieuse. Ils prévoient d'utiliser la majorité de ces fonds pour acheter pour 713 millions de dollars de Toncoin, ce qui représenterait environ 8,5% de tous les Toncoins en circulation. Et l'idée, c'est d'en faire leur principal actif de trésorerie. Ah oui, quand même. Remplacer le cash ou les obligations par du Toncoin. En grande partie, oui. C'est ce qu'ils appellent la stratégie de trésorerie Ton. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne comptent pas juste les détenir passivement. Ils prévoient de les stacker et de les mettre en jeu sur le réseau pour gagner les récompenses de staking. Leur objectif, c'est de rendre cette exposition à Toncoin positive en termes de cash flow. C'est assez novateur comme approche pour la trésorerie d'une entreprise cotée. C'est un peu pionnier même. C'est super intéressant comme modèle, mais ça sent le risque à plein nez, non ? Mettre autant de bits dans une seule crypto ? Absolument. Et le rapport le soulignait bien, en citant d'ailleurs le scepticisme d'analystes, par exemple chez Morningstar. Il y a des risques évidents qu'il faut rappeler de manière factuelle. Déjà, la volatilité énorme des cryptos par rapport aux actifs traditionnels. C'est le risque numéro 1. Ensuite, l'incertitude réglementaire. On ne sait toujours pas comment tout ça va être régulé à terme partout dans le monde. Le risque de tout mettre dans le même panier aussi. Oui, le risque de concentration sur un seul actif, le Ton. Si Ton a un problème, toute la trésorerie est impactée.
Et puis, il y a les risques liés à la liquidité des marchés crypto, qui peut varier fortement, et à la sécurité. S'ils confient leurs tonnes à des tiers pour le staking, il y a des risques de piratage, de faillite de ces intermédiaires. Donc oui, c'est une stratégie audacieuse, mais avec des risques importants à considérer. D'accord. Et pendant que les entreprises tentent ces stratégies, comment le réseau lui-même essaye de piloter son évolution, sa gouvernance ? Alors, pour renforcer justement la décentralisation, la Fondation Ton a lancé un nouveau modèle, la Society DAO. Le but affiché, c'est d'éviter que le pouvoir se concentre, de répartir les fonds de l'écosystème de manière plus juste et de mieux coordonner le développement. En gros, comment ça marche ? Les membres de cette DAO peuvent proposer des idées, des stratégies. Si c'est approuvé, la fondation peut financer et des équipes issues de la communauté réalisent les projets. C'est une tentative d'aller vers une gestion plus transparente, plus participative, en ligne avec les idéaux de décentralisation affichés par Ton. Et cette idée de décentralisation, de résilience, elle a été mise à l'épreuve de façon assez spectaculaire et médiatisée récemment. Je pense à l'arrestation du fondateur de Telegram, Pavel Durov, en France fin août 2024. Ouais, un événement marquant, c'est sûr. Arrêté à l'aéroport, avec plusieurs chefs d'accusation liés à un manque supposé de modération sur Telegram qui aurait facilité des activités criminelles. Il a été libéré sous caution depuis avec des restrictions. Alors, la question c'est quel impact ça a eu sur Ton, vu le lien historique fort, même si le projet est communautaire maintenant ? Eh bien, la réaction au sein de l'écosystème Ton, telle qu'elle est rapportée, est vraiment intéressante. Pas de panique visible sur le réseau. Au contraire, les figures importantes de Ton ont très vite communiqué. Pour dire quoi ? Que le réseau fonctionnait nickel, que le développement continuait. Ils ont beaucoup insisté sur la décentralisation, sur l'indépendance opérationnelle par rapport à Telegram et à Durov. Donc une volonté de séparer les destins. Exactement. Et au sein de la communauté Ton, beaucoup ont vu ça comme un test grandeur nature. Le fait que tout continue à tourner normalement malgré la situation de Durov, ça a été interprété par beaucoup comme la preuve que la décentralisation était réelle, qu'il n'y avait pas un bouton off contrôlé par une seule personne. Une sorte de validation par l'épreuve du feu, quoi. C'est un peu ça, selon cette lecture. Ça a même pu renforcer l'image de Ton comme un réseau résistant à la censure ou aux pressions externes, ce qui est une valeur chère à une partie de la communauté crypto. D'ailleurs, un fait intéressant rapporté par Ether, le nombre d'adresses actives sur le réseau Ton aurait augmenté après l'arrestation, signe d'une confiance pas ébranlée, voire accrue. Bon, encore une fois, on rapporte ici la perception et la réaction de la communauté Ton, on ne juge pas le fond de l'affaire judiciaire de Durov. Bien sûr, c'est important de le préciser. Tournons-nous vers le futur maintenant. Il y a une feuille de route, Ton Core 2025. Qu'est-ce qu'elle annonce d'important ? Mais semble assez ambitieuse, oui. 3 points techniques majeurs ressortent. D'abord, une mise à jour du réseau principal, baptisé Accelerator. Le but, améliorer encore les performances, la vitesse de validation, la finalisation des transactions, jusqu'à 10 fois plus rapide, disent-ils, en charge modérée. Ensuite, une couche 2. Oui, le développement d'un réseau de paiement de couche 2. C'est une technologie qui se construit par-dessus la blockchain principale. L'idée, c'est de permettre des transferts quasi instantanés et avec des frais très très bas. Idéal pour les micro-paiements, les petits échanges fréquents. D'accord. Et le troisième point ? C'est Talk 1.0, un nouveau langage de programmation spécifique à Ton. L'objectif est de simplifier l'écriture des contrats intelligents, de les rendre plus sûrs et aussi de réduire les coûts de gaz, les frais de transaction jusqu'à 50% d'économies annoncées. Ok, donc des améliorations techniques sur plusieurs fronts. Et si on essaye de comparer Ton rapidement aux autres grands noms, comme Ethereum ou Solana, juste sur quelques métriques clés d'après les sources qu'on a. Vitesse, par exemple. Transactions par seconde TPS, en théorie. Alors, Ton affiche des ambitions très élevées, jusqu'à 1 million de TPS avec le sharding. Ethereum, sans ses couches 2, c'est plutôt autour de 15-30 TPS. Mais avec les L2, ça peut monter beaucoup plus haut, vers 100 000 peut-être. Solana est connu pour sa vitesse, autour de 65 000 TPS annoncés. Les frais de transaction moyens. Là, Ton est très bas, moins de 0,01 $. Ethereum, sur la couche 1, ça peut varier énormément et être cher, de 1 à 50 $, voire plus parfois. Sur les L2, c'est bien moins cher. Solana est extrêmement bas, genre 0,0025 $. Le consensus, on a dit POS pour Ton et Ethereum. Solana aussi ? Oui, POS aussi. Mais Solana ajoute sa technologie propre, le Proof of History.
POH. C'est un système d'oratage qui aide à ordonner les transactions et à améliorer la vitesse. Et la techno-clé qui les différencie. Pour Ton, c'est clairement le sharding dynamique. Pour Ethereum, c'est son architecture monolithique historique, mais de plus en plus complétée par les couches 2. Pour Solana, c'est cette combinaison POS plus POH et sa capacité à traiter les transactions en parallèle. Et l'avantage vraiment distinctif de chacun. Pour Ton, c'est indéniablement l'intégration avec Telegram pour viser l'adoption de masse. Pour Ethereum, c'est son effet de réseau énorme, sa maturité, sa décentralisation reconnue. Pour Solana, c'est la vitesse brute et les coûts très faibles qui attirent certaines applications comme la DeFi à haute fréquence ou les NFT. Donc en gros, ils ne jouent pas tout à fait dans la même catégorie ou avec la même stratégie. C'est exactement ça. Ce qui ressort, c'est que Ton ne cherche pas forcément à battre les autres sur toutes les métriques techniques pures. Sa vraie force, son pari unique, c'est ce levier Telegram. Pendant qu'Ethereum essaye de scaler via les L2 en capitalisant sur son écosystème existant et que Solana pousse la performance brute, Ton, lui, se concentre sur l'intégration des milliards d'utilisateurs du Web 2. Sa stratégie, c'est moins de gagner la course techno que de gagner la course à l'utilisateur lambda, en rendant le Web 3 facile d'accès via une appli qu'ils connaissent déjà par cœur. D'accord, c'est très clair. Alors, si on devait synthétiser les points vraiment importants à retenir sur Ton, premièrement, son histoire. Ce parcours assez unique, né chez Telegram, stoppé net, puis ressuscité par la communauté. C'est une histoire de résilience. De plus en plus poussée, et c'est clairement le moteur de l'adoption actuelle. Ça, c'est indéniable. Quatrièmement, l'écosystème qui grandit, avec des applications qui commencent à avoir un vrai usage, notamment le GameFi, qui a montré cette capacité folle à attirer des millions de gens très vite. Cinquièmement, l'arrivée de l'argent institutionnel. C'est nouveau et potentiellement structurant, avec des stratégies financières comme celle de TSC qui sortent de l'ordinaire. Sixièmement, cette résilience face aux chocs externes, comme l'affaire Durov, qui a paradoxalement renforcé son image de réseau décentralisé et autonome. Et enfin, septièmement, cette stratégie très claire. Simplifier au maximum l'expérience Web3 pour toucher le grand public, bien au-delà des passionnés de crypto. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour conclure. Avec cette stratégie d'intégration massive via Telegram et cette volonté de simplifier à l'extrême, quelle pourrait être la prochaine killer app sur Ton ? L'application phare. Au-delà des jeux Tap to Earn, qui sont surtout un outil d'acquisition d'utilisateurs pour l'instant, quelle application pourrait vraiment changer la façon dont des centaines de millions d'utilisateurs de Telegram interagissent avec la blockchain au quotidien ? Est-ce que ce sera dans les paiements, l'identité numérique, les réseaux sociaux décentralisés ? Difficile à dire. Mais si une telle application émergeait sur Ton, quelles seraient les conséquences ? Pour la concurrence, bien sûr, mais aussi pour cette vision plus large d'un web décentralisé qui deviendrait enfin accessible et utilisé par le plus grand nombre. Voilà, je pense que c'est une bonne question à laisser en suspens. Ça montre bien tout le potentiel, mais aussi les défis qui attendent The Open Network.